Bonjour et bienvenue dans le podcast Open, le podcast qui vous tend le micro et qui vous permet de partager vos passions, vos loisirs et plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le portrait du jour. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Si vous écoutez mon podcast depuis 1 an maintenant, vous savez que j'accueille toujours des élèves ou des professeurs de mon lycée qui souhaitent partager une expérience ou parler de leur passion. Mais voyez-vous, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un livre et je me devais de faire une petite entorse à la règle puisque j'ai découvert le premier roman de Lucille Jones, A Long Story Short. Donc Lucille a commencé en publiant quelques écrits sur des plateformes en ligne comme Wattpad ou encore Fixia avant de véritablement faire paraître son premier roman en novembre 2023. Donc Long Story Short, c'est l'aventure de Tilly, une jeune femme ambitieuse et pleine de volonté qui rêve de devenir écrivaine. C'est aussi un passé lourd, un présent chamboulé, un futur incertain, dont le destin se retrouve finalement lié à celui de Griffin, son nouveau prof d'écriture créative. Et c'est cette aventure qui tient en 287 pages que j'ai dévorée en seulement quelques heures. C'est une histoire qui m'a vraiment convaincue et qui a surtout convaincu toute une communauté TikTok à l'occasion des 10 ans de la New Romance. Aujourd'hui lauréate du prix de la nouvelle autrice 2023, c'est avec un réel plaisir que j'accueille Lucille Jones au micro. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va bien, un poil stressé de faire l'interview, mais tout va bien. Alors, la littérature est au cœur de votre roman, qui met en face à face dans une université américaine Tilly, donc une jeune élève, et son professeur d'écriture créative, qui est également écrivain. Pourquoi vous vous êtes intéressée aux différents types de littérature pour mettre en place cette relation prof-élève ? Alors, parce que moi, pendant longtemps, j'ai lu de la littérature et de la romance et du young adulte et tout un pan littéraire qui finalement est assez décrié, et je me suis heurtée beaucoup à « Mais pourquoi tu lis pas de la vraie littérature ?» J'étais notamment, je me rappelle parfaitement d'un événement à la fac où, premier jour, tout le monde présente un livre. Tout le monde présente, oui, je suis en train de lire tel livre, je suis en train de lire tel livre, et donc tout le monde présente des classiques, et moi j'arrive et je dis « moi je suis en train de lire la sélection de Kirakas », et là tout le monde est en mode « Je l'ai lu, j'ai adoré », et je dis « Pourquoi personne n'assume ?» Mais c'est ça, est-ce que la New Romance aujourd'hui, vous pensez que c'est une nouvelle appellation pour nommer ce qu'on appelle la littérature à l'eau de rose ? Je pense qu'effectivement c'est une version plus moderne qui parle plus principalement aux jeunes femmes, même si certains hommes lisent, et qui est, oui... On rabaisse un peu. Bah ouais, on la rabaisse un peu, puis on a tendance un peu à la résumer au sexe, en fait, tout simplement, alors que, pour moi, c'était la partie la moins intéressante de ce genre littéraire. Parce que dans votre livre, à un moment, Tilly, donc le personnage principal, critique Finn en le qualifiant de joueur de foot amateur de romans olé olé. Quelqu'un qui vous dirait ça à vous, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Mais on me l'a dit, cette phrase, pas le côté joueur de foot, je joue pas du tout au foot, mais le côté, oui, en fait, toi, tu lis de la littérature un peu olé olé, je te demande, mais quoi ? Mais non, enfin, arrêtez. Il y avait même eu un reportage sur M6 où ils avaient dit ça, qui sont donc les nouvelles lectrices de livres olé olé qui lisent dans le dos de leur mari. Mais vous êtes cinglés, en fait. Et donc, vous pensez que c'est une littérature écrite par les femmes, plutôt lue par des femmes, ou vous avez déjà eu des lecteurs masculins ? Moi, j'ai des lecteurs masculins. J'en ai plusieurs qui m'ont contacté, etc. et qui, justement, appréciaient le fait que ce soit un homme qui écrive de la romance et qu'on puisse dire, ouais, ok, d'accord, le sentimentalisme, traditionnellement, on attribue ça aux femmes, mais il y a des hommes qui aiment ça aussi et ils ont le droit de l'aimer et de le revendiquer sans eux-mêmes être jugés. Et quand vous étiez au lycée, est-ce que vous aviez déjà envie d'écrire ? Ouais, j'écrivais même déjà. Et vous écriviez quoi comme genre de livre ? Moi, j'ai commencé à écrire vraiment au collège. Au collège, j'ai commencé à écrire vraiment des histoires et j'écrivais des fanfictions. Principalement, je n'assumerai jamais sur quoi, mais j'écrivais principalement des fanfictions, toujours avec des histoires d'amour. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à écrire mes propres histoires. Voilà, que j'écrivais principalement pendant les cours de philo et d'histoire, d'ailleurs. Mais Et vous, qu'est-ce que vous pensez que vos profs auraient dit de votre écriture, comme vous disiez que c'était... Enfin, aujourd'hui, c'est encore critiqué ? il y a un de mes profs qui serait sans doute très surpris de voir certaines scènes dans ce livre, mais... Est-ce que c'est parce que la relation prof-élève, est-ce que c'est inspiré de votre propre vie ? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout, mais ça me fait beaucoup rire parce qu'effectivement, la scène du retard et du bouquet de fleurs et mot d'excuses, elle est vraie. Ah ouais. On n'en dit pas plus pour laisser quand même le suspense au prochain lecteur. Est-ce que donc vous, quand vous aviez mon âge au lycée, vous lisiez quoi comme livre ? Alors, à l'époque, la romance, c'était pas aussi, on va dire, démocratisé qu'aujourd'hui.
Il y en avait assez peu. Moi, je lisais plutôt des romans, on va dire, qu'on appelait donc young adult. Donc je lisais 4 filles et un jean, je lisais Twilight. Je lisais tout le temps les livres avec des histoires d'amour. Ça a jamais changé. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, la nuance, elle est un peu plus fine. Les ados d'aujourd'hui lisent à la fois du young adult et de la new romance. Alors que moi, à mon époque, la new romance, ça n'existait pas encore totalement. Et vous pensez que pour des élèves de mon âge, donc 16-17 ans, qui ne lisent pas beaucoup, est-ce que la new romance, ça pourrait être une première approche pour la littérature classique ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de première approche je pense qu'il faut juste lire ce qu'on aime. Et ouais, je pense que c'est de la littérature qui est souvent accessible. C'est des histoires qui parlent à tout le monde. Je veux dire, on a tous eu un crush à un moment sur quelqu'un, on a tous... Et donc, bah ouais, pour moi, c'est un super moyen de commencer à lire. Ouais. Et certaines personnes vont lire que ça toute leur vie, et c'est pas un problème. Et certaines personnes vont commencer par ça, et derrière avoir envie de découvrir d'autres livres, et c'est pas un problème non plus. Et donc, quand vous commencez à écrire, c'est à l'âge de 12 ans, je crois, c'est sur ça. un blog. Ouais. Et il s'appelle comment, ce blog ? Jamais je le dirais. Jamais. Ah, mais je voulais savoir, parce que est-ce que des fois vous relisiez vos anciens manuscrits pour même vous inspirer dans ce livre-là ? Est-ce qu'il y a certaines scènes ou des... Il n'y a pas de scène inspirée de mes premiers manuscrits, mais par contre, ouais, j'ai un classeur avec mes tout premiers textes. Et est-ce que quand vous écrivez ça, vous pensez déjà que c'était ce genre de livre, c'était de la new romance, ou vous écriviez comme ça ? Mais pas du tout. Moi, encore une fois, c'était une fanfiction. Donc vraiment, pour moi, j'écrivais juste une histoire entre deux personnages qui n'avaient rien à voir ensemble et qui tombaient amoureux. Et à ce moment-là, moi, je mettais pas de nom là-dessus. Moi, j'écrivais effectivement sur un blog. J'avais rencontré des amis sur MSN, parce que c'était encore la grande époque d'MSN. Et on interprétait chacun des personnages d'un livre, et on se parlait, et on créait des histoires tous ensemble. Et il y avait un côté très jeu de rôle. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des contacts avec des... Certains, ouais. Et ils sont devenus écrivains aussi ou pas ? Non. Ah. Long Story Short, donc, c'est le titre de votre livre. Mais c'est d'abord le nom d'une chanson de Taylor Swift. Pourquoi est-ce que vous faites cette référence à cette chanteuse mondialement connue aujourd'hui ? Alors, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il n'avait pas de titre, il avait 2 chapitres. En fait, je l'ai inscrit à un concours. Et donc, j'étais là à dire, bon, il faut que je trouve un titre pour cette histoire. Et je discute avec une copine et elle me dit, je sais pas, on s'en fout, de toute façon, c'est un titre provisoire, choisis juste un nom que t'aimes bien et tout. Et je dis, comment s'appelle ce clip que j'adore de Taylor Swift ? Elle me dit, ça s'appelle You Belong With Me. Je dis, c'est très bien, je vais appeler l'histoire You Belong With Me. Et après, quand elle a finalement été publiée, l'histoire, je me suis dit, j'aime bien l'idée de garder un titre de Taylor Swift parce que dans le roman, il y a pas mal de références à Taylor Swift. Comment est-ce que vous avez créé vos personnages ? Est-ce que c'est sur des personnes que vous les avez modelées, sur des expériences ? Comment vous qualifierez vous-même vos personnages ? Alors, pour Tilly et Finn, Tilly, c'est beaucoup de moi. C'est mon côté sarcastique, c'est mon côté maladroit, c'est mon envie d'écrire, etc. Finn, avec son côté bourru, c'est plus un archétype que j'aime bien. J'aime bien le côté, on appelle ça le trope Grumpy to Sunshine. La fille un peu lumineuse et le garçon un peu boudeur. Ça m'a toujours un peu plu. Donc Finn, effectivement, je me suis inspirée probablement de livres que j'ai lus, je sais pas exactement. Mais j'aimais bien son côté un peu, pareil, le côté un peu sarcasme. Voilà. Nate, avec son côté protecteur et son côté puis un peu martyr, un peu... Ouais, le meilleur ami un peu protecteur, j'aimais beaucoup. En fait, j'avais envie d'avoir... il y a un côté grand frère. Alors moi, mon grand frère, il a plutôt inspiré Ryan, pour le coup. Avec son côté vraiment déconneur et son côté... les blagues lourdes. Mais par contre, effectivement, Nate, je crois que c'est l'autre partie du grand frère que j'aurais bien aimé. Avoir le côté un peu... Moi, je m'entendais pas très bien avec mon frère quand j'étais au lycée. Et du coup, ouais, j'avais des copines qui avaient des frères qui étaient plus comme ça et ça me plaisait. Donc, j'ai un peu piqué à ça. Dans le chapitre 6 de votre roman, il y a une phrase qui dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Vous, votre couverture de livre, elle est bleue avec une tasse de café, je crois. Pourquoi avoir choisi cette couverture-là ? Au tout début, ma maison d'édition m'a fait une proposition de couverture. Je l'ai reçue, j'étais hyper embêtée parce que j'aimais pas du tout. Est-ce que j'ai le droit de leur dire que j'aime pas du tout ? Ça va être quand même mon livre, c'est gênant et tout. Et le café occupe une place un peu importante dans l'histoire, c'est presque un personnage secondaire. À une époque, on avait tout le temps des couvertures de livres avec des photos, des torses, des machins. Moi, j'avais pas du tout envie de partir là-dessus.
En fait, c'est faux ce que je dis d'ailleurs, parce qu'au tout début, dans ma tête, c'était forcément ça, les couvertures. Et c'est mon éditrice qui a dit, on pourrait faire une couverture dessinée. Je me suis dit, ok, fais-moi des propositions. Après, j'ai dit, ok, ça me plaît pas. Mais moi, du coup, j'ai été regarder d'autres livres, machin. J'aime bien l'idée d'avoir des personnages, voilà. Et à partir de là, ouais, j'ai fait une espèce de maquette de ce truc. Moi, je voulais. Le côté café, j'aimais bien. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu interpellant. Mais je trouve que c'est bien d'avoir choisi si je peux me permettre, d'avoir choisi que ce soit une illustration. Parce que comme ça, les lecteurs comme moi qui ai lu le livre, on pouvait s'imaginer ce qu'on voulait des personnages. Je pense que dans vos têtes, comme vous les avez créés, même physiquement, ils ne sont pas du tout comme chaque lecteur peut les imaginer. Donc ça laisse une certaine liberté finalement. Non, le nombre de personnes qui me disent « Quoi ? Mais Finn est blond ? Mais pas du tout !» Ah non, il est brun, Finn. C'est ça. Je sais, tout le monde le voit brun parce qu'il est côté grumpy, etc. Mais moi, j'aime les blonds, c'est comme ça. Et tu dis, comment ils sont physiquement, ces personnages ? Alors, Finn, je l'imagine effectivement un blond, mais vraiment blond cendré, quoi. Hein, voilà, avec une barbe de 3 jours, le côté un peu baroudeur, voilà, un peu sexy. Et Tilly, je l'imagine pas très très grande, peut-être 1m65. Assez mince, mais pas particulièrement filiforme non plus, une taille 38-40, enfin quelque chose, voilà. Elle s'habille avec des salopettes, des t-shirts, je l'imagine pas ultra féminine, un peu plus comme moi pour le coup. Alors que Finn, lui, c'est pantalon de costume et chemise. Elle a des longs cheveux bruns. Voilà, c'est ça que j'avais en tête pour elle, c'était vraiment ces longs cheveux bruns qui lui tombent sur les épaules, qu'elle noue à l'arrache parce que elle est tout le temps en retard. Ok. Et donc, quand vous écriviez, toute jeune, dans votre chambre, qu'est-ce que vous recherchiez en écrivant ces histoires ? Alors, je crois qu'en fait, moi, j'ai toujours été... Vous savez, il y a des enfants qui jouent au Playmobil ou au Barbie et qui, arrivaient au collège, arrêtent. Moi, j'ai pas arrêté. Moi, en fait, j'adorais juste inventer des histoires. Et à un moment, du coup, ça a été juste l'écriture, un autre moyen d'inventer des histoires. Donc moi, j'étais là. Alors, faut savoir déjà que, ouais, j'écrivais... dans ma chambre, j'écrivais en cours, j'écrivais sur des feuilles volantes et après il fallait que je demande à ma maman si je pouvais utiliser son ordinateur pour retaper le truc et je dis mon Dieu, c'est dans son historique, faites qu'elle ne lise surtout pas ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez en écrivant ce genre de livre ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos lecteurs ? Alors je crois qu'il y a toujours cette même volonté juste à la base d'écrire pour moi, d'écrire des histoires qui me plaisent. Je crois pas qu'il y ait un seul soir de ma vie où je ne m'endorme pas en imaginant des scènes que j'écrirai peut-être jamais, des scènes qui mettent en place des personnages qui n'existent pas ou qui existent dans d'autres livres, etc. Et je crois que du coup, il y a toujours cette volonté un petit peu, avant tout, de me faire plaisir à moi, finalement, en écrivant des histoires. Et puis, effectivement, il y a aussi un côté un petit peu des valeurs à défendre, un petit peu des sujets que j'ai envie d'aborder, même si aujourd'hui, ça y est, on en parle un peu plus qu'à l'époque, mais comme notamment le harcèlement scolaire. Et puis juste crier un peu mon amour pour cette littérature un peu décriée et que moi j'adore. Donc à travers vos écrits, est-ce que parfois ça vous permettait aussi de vous échapper un peu de votre vie et de vivre à travers vos personnages ? Complètement. Et notamment effectivement dans les périodes collège, c'est pas un secret. Ce qu'a vécu Tilly, moi c'est les choses que j'ai pu vivre. Alors pas tout, mais une partie. Et quand j'étais au collège, c'était un échappatoire. J'écrivais des histoires et puis c'est une autrice que j'aime bien, Sarah Dessen, qui a dit « Je crois qu'on peut pas vraiment écrire sur des histoires de lycée quand on a vraiment aimé les années lycée. Les gens qui ont aimé leurs années lycée, ils n'ont pas besoin quelque part d'aller trouver une espèce de rédemption dans l'écriture, etc. » Et moi, c'est vrai que avant d'écrire de l'agneau-roman, j'ai écrit beaucoup de young adult. Et il y avait aussi ce besoin-là finalement, cette espèce d'échappatoire de me dire « Ok, j'offre à des personnages que moi, j'aurais aimer vivre. » Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous romancez parfois votre vie ? Alors, j'ai tendance surtout à fantasmer ma vie. Il pourrait se passer ça, il pourrait faire ça. Je peux y passer 20 minutes juste à imaginer. Imagine un tel, il t'appelle et après il se passe ça et après il se passe ça. Ça donne jamais les bonnes sets de livres, mais par contre ça divertit. Qu'est-ce que vous aussi, parfois, quand vous vivez des scènes, vous les retranscrivez dans vos livres et après vous les mettez davantage en évidence ? C'est jamais les scènes joyeuses dans ces moments-là. Je réfléchis, mais effectivement, oui, ça arrive de m'inspirer d'une conversation, de quelque chose, etc. Mais je remarque que c'est jamais les bons moments qu'on a envie de partager. Les bons moments, on les garde, on en profite, on les vit. Alors qu'effectivement, il y a des choses qui nous restent. On se dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et à ce moment-là, moi, c'est des choses que je peux extérioriser dans les livres. Et vous pensez qu'elle est où la limite quand on écrit ? On s'inspire de parfois ce qu'on vit.
Mais dans le roman, justement, Tilly, un homme, un écrivain, s'est inspiré un peu trop de sa vie. Et enfin, c'est pas ce qu'elle voulait. Donc vous, quand vous écrivez, est-ce que vous vous dites, certaines choses, je les garde pour moi. Quand est-ce que vous vous dites ça? C'est vraiment à l'instinct. Tilly, je crois que le problème, c'est pas tant qu'il se soit inspiré, mais c'est que il l'ait fait dans son dos, qu'elle l'ait découvert après, que s'il était venu la voir en lui disant, bah écoute, moi j'ai envie d'écrire une histoire, machin, etc., qu'il avait respecté le fait qu'on puisse rien reconnaître par rapport à elle, etc., je pense pas que ça l'aurait dérangé à ce point-là. Je crois que le problème, c'est que finalement, il a envahi son intimité pour la partager avec tout le monde, alors que c'était sa vie à elle. Moi, j'ai une amie qui m'a raconté des choses qui lui sont arrivées, et je lui ai demandé l'autorisation de m'en servir pour un livre parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci tant qu'on ne pouvait pas la reconnaître. Et en fait, j'ai juste pioché des éléments, finalement, pour construire une héroïne qui n'avait, au final, plus rien à voir avec mon amie. Et j'ai juste gardé un trait de caractère qui m'intéressait parce que c'était un problème physique que je trouvais intéressant. Et du coup, par contre, j'en ai beaucoup parlé avec elle pour être sûre que ça soit réaliste, pour être sûre que moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Donc, il fallait que je peux pas, c'est ça, je peux pas inventer des sentiments. Enfin, si, c'est un peu mon travail, mais je veux que ça sonne juste. Et il y a des choses que moi je n'ai pas vécues, que du coup moi je peux pas en parler comme si je l'avais vécu. Ça me paraîtrait intrusif. Donc je crois que la limite elle est là, elle est juste bah, de s'assurer que ça blessera personne quand on le fait. Et combien vous avez pris de temps à peu près pour écrire ce roman? Parce Ça a qu'il est été très paru, court. il est paru d'abord en feuilleton sur Fixia, c'est ça? C'est ça. Et vous l'avez publié vous-même. Et finalement, c'est en vous inscrivant au concours qu'il a été choisi et publié. Alors en fait, Fixia, c'est une plateforme sur laquelle une maison d'édition, donc Hugo Roman, organise des concours. Donc sur cette plateforme, on publie chapitre par chapitre. Les éditrices lisent. Et en fait, les histoires qui ont eu le plus de votes du public sont envoyées en finale. Et les éditrices choisissent quelques histoires qui leur ont particulièrement plu et qui sont peut-être un peu moins connues parce que y a aussi une course à la popularité à un moment. Et elles les envoient également en finale. Donc moi, j'ai commencé à écrire. En fait, je me suis inscrite un peu sur un coup de tête au concours. C'est-à-dire que j'avais une copine qui participait, qui me dit j'ai pas envie de le faire toute seule, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Moi, j'avais cette idée d'histoire, j'avais un chapitre écrit ou deux chapitres écrits. J'ai dit ok. Donc, je m'inscris et donc je poste un chapitre, deux chapitres. Le concours a démarré mi-janvier et donc mi-mars, j'avais publié 19 chapitres. Et là, je reçois un message pour me dire tu es en finale. Mon histoire, elle avait été envoyée en finale alors que j'avais 19 chapitres publiés et que, en gros, je crois qu'elle en compte une quarantaine au total, le roman. Et donc, il fallait que mon livre soit terminé 2 mois plus tard. Bon, ça va être compliqué parce que j'avais écrit 19 chapitres mais qu'en fait, j'écrivais pas régulièrement, Et en même temps, j'aimais bien cette histoire, c'est juste que c'était mon cadre de vie qui à l'époque était pas facile. Je venais d'accoucher, j'avais un bébé qui faisait pas ses nuits et qui allait pas chez la nourrice. Donc je l'avais en non-stop avec moi et elle dormait que dans mes bras. Donc pour écrire, c'était galère. Et je me suis dit, ok, il faut que je le fasse. Donc, je me suis débrouillée. J'ai dicté beaucoup de choses à mon téléphone en faisant des allers-retours avec le porte-bébé. Et j'ai réussi à le terminer le jour même où il fallait le rendre. Voilà. Après, il y a eu 3 semaines d'enfer où on n'avait pas les résultats et où c'était vraiment genre... Moi, je gère très mal le stress. Et finalement, j'ai gagné le concours. Et donc, j'ai appris que le livre allait être publié. Donc, au total, on est de janvier à mai. Ça fait à peu près 5 mois pour écrire le livre. Donc finalement, en vous inscrivant à ce concours, c'était pas forcément dans le but d'être publié, c'était juste pour l'expérience? Non, j'espérais quand même gagner. Ah oui, c'était pas juste aller hop sur un coup de tête. Non, si, enfin, un peu des deux. C'est-à-dire que je me suis inscrite sur un coup de tête et il y avait plus de 800 participants. J'étais pas... je me disais pas, oui, c'est sûr, je vais gagner. J'en étais loin de là. Mais dans mes fantasmes, je pensais tous les jours qu'on allait m'annoncer que j'avais gagné. Et donc, vous aviez commencé par écrire quelle scène quand c'était le premier chapitre? Non, la première scène que j'ai écrite, en fait, tout le livre, il est parti d'une scène, qui est même pas exactement comme ça dans le livre finalement, mais c'est pas grave, où j'avais imaginé donc cette fille qui est un feu de camp avec ses copains joueurs de foot et qui a flirté avec le coach. Et là, elle se sent un peu poussée des ailes, elle va le voir, elle lui dit oui, en gros, c'est... vous êtes venu, quoi, je savais que vous alliez venir, etc. Et que lui, il soit en mode oui, mais vous savez pourquoi je suis là. Et qu'elle soit en mode
Oui, je sais. Et là, il la regarde, il dit, parce que je suis leur coach. Et la douche froide. Et en fait, cette scène me plaisait. Et à partir de là, j'ai imaginé, ah ouais, mais ça pourrait être aussi son prof à elle. Et puis, il pourrait écrire. Et puis, ça pourrait... voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un drop ou un trop, non? Le trope, ouais. Le trop, oui, prof. Le trope prof-élève, ouais. Et donc, vous avez déjà lu des livres comme ça, où ça se passait comme ça, ça vous avait plu ou... Je crois que la plupart du temps, c'est une histoire qui est interdite. Alors que moi, je n'ai pas fait le choix que leur histoire soit interdite. J'avais pas envie d'axer ça là-dessus. J'étais plutôt sur le côté, effectivement, les aspirations d'écrivain, elles sont passées. Et j'avais pas envie de faire ce truc où il devait se cacher, où elle, ses amis lui en voulaient, ou etc. Ce qui a pu m'être un petit peu reproché d'ailleurs par les gens qui, au contraire, aiment ce genre et m'ont dit moi, je m'attendais à qu'il y ait plus d'interdits. Donc vous me dites que vous avez écrit le livre assez rapidement, les 19 chapitres en quelques mois, finalement le concours vous l'avez remporté, mais est-ce que pendant que vous écriviez un moment c'était la page blanche? Ouais, absolument. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais bon. Et en plus j'étais déjà en finale à ce moment-là. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis au stade où effectivement, je sais pas... Vous pouvez plus reculer de toute façon. Bah c'est ça, je suis en finale. Je me dis, mais c'est peut-être la chance de ma vie d'être un jour publiée, le machin, et... Qu'est-ce que je fais? J'avais aucune idée. Et du coup, j'ai décidé, effectivement, comme on disait tout à l'heure, de m'inspirer un peu de moi, mon truc. Et je me suis dit, et si Finn, il avait ça? Si Finn, il n'arrivait plus à écrire? Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai relancé un petit peu comme ça l'enjeu en me disant, tiens, il pourrait y avoir un truc. Et puis derrière, ça a un peu modifié du coup mes premiers chapitres qui étaient déjà publiés. Mais c'était pas grave parce que je savais que quand le livre allait sortir, de toute façon, on allait le retravailler forcément, etc. Donc je me suis dit, ok, il y a une petite incohérence sur la partie publiée sur Fixia, mais c'est pas grave, je vais faire ce truc-là. Il va avoir du mal à écrire et du coup, finalement, sa rencontre avec Tilly va peut-être relancer les choses. Et à partir de là, j'ai eu plein de scènes qui ont découlé. Et donc toute cette histoire, elle est plantée dans un décor américain. Est-ce que vous pensez que cette influence américaine, elle permet d'avoir un plus grand public de lecteurs? Alors, je me suis jamais posé la question. Sincèrement, moi, ça se passe aux États-Unis parce que je sais que là-bas, ils ont une culture du sport qui est différente de la nôtre. Voilà. Et que sincèrement, moi, j'ai fait mes études dans une fac à Paris qui était tout sauf glamour. Et dans ma tête, peut-être parce que j'ai regardé trop de séries, mais les États-Unis, les facs américaines, c'est glamour. Est-ce que vous pensez que la New Romance se doit d'être dans un décor américain? Alors, je sais pas si elle se doit de l'être parce que je regarde par exemple les premiers livres de Morgane Moncomble, qui aujourd'hui est quand même la star de la New Romance en France. Ne se passe pas aux États-Unis, se passe à Paris, c'est ses deux premiers romans. Et pourtant, ces autres livres, il y en a d'autres qui se passent aux États-Unis. Enfin, je crois qu'effectivement, ça dépend vraiment, chaque livre a son contexte. Je pense que les lecteurs, ils iront lire un livre s'ils apprécient la plume, etc., indépendamment du cadre. D'accord. Mais pour moi, effectivement, une romance universitaire, c'est quand même plus sympa aux USA. Est-ce que vous pensez que les maisons d'édition françaises sont moins intéressées que les Américains pour ce genre de livres? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a moins de maisons d'édition parce que c'est moins grand que les États-Unis, mais aujourd'hui, ça a pu être vrai il y a quelques années. Mais là, avec l'essor de la New Romance, même Albin Michel viennent d'ouvrir un label de New Romance. Je pense qu'au contraire, ça va fleurir. Donc un élève qui est dans mon lycée ou dans n'importe quel lycée d'ailleurs, qui a mon âge, qui voudrait commencer, est-ce que vous pensez que ça peut quand même aider de publier soi-même ses écrits sur une plateforme pour se faire repérer, ou est-ce que vous savez comment on peut contacter des maisons d'édition? Alors, la plupart des maisons d'édition, on peut simplement leur envoyer le manuscrit en présentant un petit peu ce qui se passe dedans. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons d'édition qui vont chercher encore les histoires sur Wattpad, des histoires qui ont déjà un petit peu fait leurs preuves, qui ont déjà un petit lectorat, etc. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Moi, je suis passée par Fixia. Morgane Moncomble, elle a débuté sur Wattpad et c'est une de ses lectrices qui a envoyé son manuscrit à Hugo. Il y a des autrices qui se contentent juste d'écrire un livre, de l'envoyer et d'être publié. Je crois qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Je pense qu'effectivement, l'avantage des plateformes comme Fixia ou Wattpad, c'est que quand on commence à écrire, ça nous permet d'avoir un lectorat immédiat. Ouais. Des gens qui vont lire au fur et à mesure, qui vont mettre des commentaires. Enfin, moi, j'ai adoré écrire sur les blogs et sur Wattpad parce que mais c'était trop bien. J'avais l'impression d'écrire un petit peu avec les lecteurs. Je savais qu'ils attendaient. Je postais un chapitre, j'avais des messages en mode à quand la suite, etc. Ça fait trop plaisir et du coup, ça donne envie de continuer à écrire. On a
c'est tellement solitaire comme activité l'écriture. On écrit souvent seul chez soi. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des retours parce que ça me garde motivée, parce que j'écris une scène en disant « Oh là là, mais un tel, elle va péter un plomb !» Enfin, et même aujourd'hui, quand j'écris, j'appelle à la fin de chaque chapitre, j'appelle ma meilleure amie, je lui lis ce que j'ai écrit. Enfin, je pense qu'un jeune qui commence sur Wattpad, c'est motivant. Et à côté de ça, est-ce que vous aviez un autre métier où vous faites de l'écriture à plein temps ? Alors, avant, je travaillais dans le monde de l'édition. J'ai eu plusieurs casquettes, notamment en édition ou en presse. Et aujourd'hui, je fais de l'écriture vraiment à plein temps, notamment parce que je m'occupe aussi de ma fille et que ça me prend du temps et que j'ai envie de pouvoir me consacrer pleinement à ces deux passions. Donc, vous me disiez qu'au départ, quand vous écriviez, vous étiez plutôt jeune. Est-ce que vous avez dû faire des concessions pour en arriver là ou par exemple, mettre un peu de côté certains cours pendant vos études pour écrire, comme Tilly a dû aussi faire quelques concessions en partant de chez elle pour vraiment se consacrer à son rêve ? Alors moi, j'ai eu la chance d'être toujours super bien soutenue par ma famille, par mes amis. Ça a toujours été, même mon mari... Donc même s'il refuse encore et toujours de lire ce livre-là, mais j'ai toujours eu vraiment beaucoup de soutien. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas eu de concessions à faire. Après, c'est vrai que pour ce qui est des cours, etc., moi, j'étais pas une élève très scientifique. Donc j'ai beaucoup de cours en seconde qui ont complètement sauté au détriment de l'écriture. Enfin vraiment, j'ai arrêté les maths, la SVT, la physique, j'écrivais. Et quand je suis arrivée du coup en première et en terminale, c'était encore l'époque où on avait la filière L. Donc moi, évidemment, je suis partie là-dedans. Et ouais, il y a d'autres cours, genre histoire et philo, que j'oubliais un petit peu pour pouvoir écrire. Mais je prenais pas ça comme des concessions, c'était plutôt gagnant-gagnant. Ouais. Et alors, comment aurait pu mal se terminer cette histoire ? Parce que bon, c'est pas un secret, on sait que souvent dans les new romance, ça se finit bien. Je crois pas que je suis capable d'écrire une histoire qui se termine pas bien. Ouais, vraiment, enfin genre je les ai trop aimés ces personnages, je peux pas à la fin faire un truc où ça va pas. Et puis après, effectivement, je crois que... c'est très très rare les histoires où ça se termine pas bien. Enfin, en tout cas dans la new romance. Après, il y a des histoires où ça finit mal, notamment avec des décès, etc. Mais l'histoire d'amour en elle-même finit quand même bien généralement. C'est ce qu'on attend de toute façon tout au long du livre. Imaginez si à la fin ça s'était mal fini. Est-ce que vous auriez vraiment pu aimer l'histoire de la même manière ? Mais je sais pas, mais parce que quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai lu 2 pages au début. Et puis, parce qu'en fait, j'avais lu un autre roman avant, et en fait, en tant que lecteur, je trouve que quand on lit un livre, après, pour se détacher des personnages et partir dans une autre histoire, c'est toujours compliqué. Et donc, je tombe sur ce livre, je me dis, bon, allez, on tente. Je lis les deux premières pages. Au début, je comprends pas trop bien les personnages, etc. Et au fur et à mesure, je m'attache vraiment à eux, et je me dis, j'espère que oui, ça se finit bien, mais comment est-ce que ça aurait pu mal se terminer ? Qu'est-ce qui aurait pu arriver ? Alors, je veux pas trop spoiler, mais déjà, elle aurait pu juste ne pas pardonner à Finn ce qui se passe à la fin. Oui. Parce que, voilà. Une question qui revient beaucoup chez les lecteurs, c'est pourquoi Tilly ne confronte pas ses parents ? Parce qu'il y a quand même tout un passage sur son passé, etc. Et c'est pareil, il y aurait pu avoir une partie comme ça où Finn la pousserait à confronter son passé et où ça se passerait mal et où elle pourrait le tenir pour responsable parce que c'est lui qui l'a incité à... Je sais pas, enfin, j'arrive pas à imaginer un truc où ça va pas entre eux, c'est dur. Je sais pas, elle aurait pu sortir du match de foot et se faire percuter par un camion, j'en sais rien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. La dernière est particulièrement sadique. Oui, mais... Non, mais ça m'intriguait vraiment parce que c'est vrai que oui, moi non plus, je m'imaginais pas... Je voyais pas... Quand on ouvre un livre comme ça, on s'attend à ce que ce soit forcément bien parce que c'est ce qu'on cherche finalement. Mais ça, moi, je voulais une lecture légère. Il y a beaucoup d'humour dans le livre. Enfin, j'espère que ça fait rire les gens. Mais moi, effectivement, c'était le but... Ouais, avec une histoire où j'avais pas eu envie. Voilà, ce qui aurait pu mal tourner, c'est que ça pourrait être une histoire interdite et que du coup, il soit découvert et que lui, il se fasse renvoyer, par exemple. C'est vrai. Ils se sont jamais fait surprendre et mais je crois qu'ils cherchent pas à le cacher plus que ça. Enfin moi à un moment je me rappelle plus exactement les mots que j'ai utilisés, mais je crois qu'à un moment Finn il se dit ok, on n'est pas à Harvard ou dans une université où c'est interdit. C'est pas pour autant que j'ai envie de le crier sur tous les toits, mais j'avais pas envie de faire ce côté où lui il passe du temps à se dire ouais mais je devrais pas, c'est mon élève, c'est pas moral. Ils n'ont pas une grande différence d'âge. Ils auraient pu se rencontrer dans un autre contexte et tomber amoureux. Et
le fait que ce soit son professeur, il y a quand même très peu de moments où ça impacte leur relation. Finalement, c'est plus une relation patron-employé qu'une relation prof-élève. Donc voilà, moi ça m'a pas... Mais effectivement, voilà comment ça aurait pu mal tourner. Ça aurait pu mal tourner qu'ils soient surpris par le doyen, que le doyen leur dise que c'est pas possible et que Finn soit obligé de partir. Mais même comme ça, il serait parti et il l'aurait vu les week-ends. Enfin, je sais pas, il serait resté amoureux d'elle, quoi. Merci beaucoup à vous en tout cas pour avoir répondu à toutes ces questions. Je vais finir avec quelques questions qui s'adressent directement finalement aux auditeurs. Qu'est-ce que vous conseillerez pour un élève de mon âge qui veut commencer à écrire et qui ne sait pas du tout comment faire ni par quoi commencer? De commencer. Si on a envie d'écrire un moment, faut se lancer. On a tous déjà imaginé comment on réagirait face à une scène. Et de se dire, ok, très bien, je l'écris. Les fanfictions, c'est pratique aussi. Les personnages sont déjà un peu construits. On peut se dire, ok, je lis, je regarde cette série et je me dis, ah mais non, faut qu'elle lui dise ça. Et écrivez-le. Écrivez ce qu'elle lui dirait, écrivez ce qu'il lui répondrait, écrivez la suite de l'histoire. Et comment est-ce qu'on peut financer un livre quand on a mon âge? Alors, il y a plusieurs modèles pour publier un livre. On peut donc soit passer par un éditeur qui va prendre tous les frais en charge. L'auteur n'aura jamais rien à avancer. Si un éditeur vous demande de l'argent, c'est une arnaque, vraiment. Peu importe, si c'est juste pour payer l'impression de 20 exemplaires ou si c'est pour les corrections et machin, ne signez jamais qu'un éditeur qui vous demande de l'argent. Un éditeur, il prend tout à sa charge. Donc, le moyen le plus facile de financer un livre, c'est d'écrire un bon livre qui va plaire à un éditeur et l'éditeur va travailler avec vous, le publier et derrière vous, votre travail, c'est d'écrire. Après, il y a aussi des auteurs qui font le choix de ne pas passer par un éditeur, donc de s'auto-éditer, on appelle ça. Et donc, d'assumer eux-mêmes tout le travail éditorial. Donc, ils vont corriger leur livre, faire une maquette, le proposer à des libraires, gérer l'impression, etc. Et ça coûte un peu plus d'argent. Surtout, effectivement, parce que se corriger tout seul, c'est compliqué, donc c'est bien de prendre un correcteur. L'impression, ça représente de l'argent, etc. Donc après, il y a des solutions pour ça. Si en termes de budget, on peut faire appel à un financement participatif, donc on peut se mettre sur une plateforme, dire, voilà, j'ai écrit un livre, je vous propose de m'aider à le financer. Les gens peuvent comme ça le précommander à l'avance. Et avec l'argent des précommandes, vous pouvez financer l'impression. D'accord, merci beaucoup pour les conseils. Et vous, s'il y avait un écrivain ou une écrivaine que vous pourriez rencontrer, qui est-ce que ça serait? Mort ou vivant? Oui. J'adorerais rencontrer Jane Austen, juste pour lui dire que son œuvre a été incroyablement marquante pour moi. Voilà, et en vivant, j'ai déjà eu la chance de la rencontrer, mais je me lasse jamais. C'est l'écrivaine C.S. Will, qui a écrit Campus Driver chez Hugo Roman et qui est probablement la saga que j'aime le plus. Je la trouve incroyable, c'est tellement drôle, c'est tellement... voilà, je vous la conseille. Et si vous deviez faire une autre recommandation culturelle, que ce soit dans la musique, une œuvre picturale ou un autre livre, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes de mon âge? Peut-être une chanson de Taylor Swift, hein, je ne sais pas. Tous les albums de Taylor Swift, Fearless en particulier. Mais non, après, pour les jeunes de votre âge, je crois qu'en vrai, ça parle vraiment... Enfin, je sais pas, moi, en termes de livres, votre âge, vous avez genre 16, 17 ans. Oui. Moi, à votre âge, je lisais plein de trucs différents. Je lisais un petit peu de romance, un petit peu de young adult, beaucoup de young adult même. Mais je lisais aussi des livres que j'ai adorés, dont un qui m'a particulièrement marqué, qu'on considérait comme de la cheat lit à l'époque de littérature pour poulettes, et qui a eu un film qui a eu plus de succès que le livre, mais c'est pas grave. C'est vraiment Le Journal de Bridget Jones. Dans ce podcast, on a une petite coutume qui est de toujours poser une question à la personne qui sera interviewée par la suite. Et donc, au début d'année, on a enregistré un épisode sur la rentrée, sur comment aborder le lycée, etc. Et il y a un élève qui s'appelle Elliot, qui vous pose une question, donc il ne sait pas qui vous êtes. Il se demandait quel était votre proverbe préféré. Un proverbe qui vous a marqué ou une phrase. J'ai besoin d'une seconde. Ok, si, j'en ai un. Et j'en ai un qui vient de Bridget Jones. Et vraiment, je crois que c'est une phrase qui m'a profondément marquée. C'est de dire que le bonheur, c'est la poursuite d'objectifs réalisables. Bridget Jones ajoute un régime, qu'est-ce que c'est d'autre? Mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui me marque parce que ça me pousse toujours de me dire, ok, en fait, ouais,
chercher à atteindre un petit objectif, pas se fixer des trucs énormes, mais oui, un objectif de écrire un chapitre, et puis un objectif de le publier sur Internet, et puis un objectif derrière de se dire, terminer le roman, et puis l'envoyer à un éditeur. C'est plein de petits objectifs, plein de petites cases à cocher, mais qui font qu'après, on est content de soi et on est heureux. Alors comme vous venez de répondre à la question d'Eliott, je vais vous demander d'en trouver une à poser au prochain invité. Donc il faut que je réfléchisse à une question à poser à la personne d'après, c'est ça? Ouais. Mais même moi, je sais pas qui c'est, la personne. Ah oui, d'accord, vous savez pas non. Enfin, non, c'est vraiment Ah oui, genre. Ok, j'en ai une. Ok. Est-ce que vous connaissez la molybdoptémophobie? Eh ben non, personnellement, je ne connais pas, mais on verra bien ce que la personne me répondra. Je ne sais même pas qui c'est encore, donc je reviendrai vers vous. Enfin, si vous écoutez de toute façon le podcast après, par la suite, peut-être que vous aurez la réponse. Maintenant, je vais l'écouter, oui. Ah, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est sur ces dernières belles paroles qu'on va conclure le podcast. J'aimerais aussi remercier la médiathèque Guido Maupassant d'Yvetot, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Quant à vous, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube ou encore Spotify pour nous soutenir et ne rien manquer. Un nouveau format est d'ailleurs disponible depuis quelques semaines. En effet, vous pouvez écouter dès à présent nos micro-récrés, de tout petits épisodes qui permettent à un plus grand nombre d'élèves de participer au podcast. Merci encore, restez open!